amis et bienvenue à la plateforme virtuelle de la maison russe цикл «Эрмитажные вечера» онлайн, который мы делаем с Государственным Эрмитажем в Санкт-Петербурге. Nous continuons aujourd'hui notre projet Les soirées de l'Ermitage en ligne que nous organisons en coopération avec le musée d'État de l'Ermitage en Санкт-Петербург. И, как и всегда, будет протекать с переводом на французский язык, синхронным переводом. Спасибо нашему переводчику, который нас déroulé avec simultané en français. Merci à notre interprète aujourd'hui. Donc, pour ceux qui veulent me suivre en français, je vous donne quelques détails techniques. Donc, il faut, pour continuer à nous écouter en français, il faut cliquer sur l'icône de globe en bas à droite de votre écran et choisir la piste française. Для тех, кто хочет продолжать слушать, то можно ничего не делать, или, если нет, то кликните на иконку с изображением глобуса внизу справа на экране и выберите, пожалуйста, русский язык. И теперь я продолжаю на русском языке. Maintenant, je vais continuer en russe. Il y a d'autres aspects techniques. Si vous voulez poser votre question ou faire un commentaire, parce que cette rencontre est toujours interactive, et les participants peuvent poser leurs questions ou faire des commentaires. On a les possibilités de le faire. Vous pouvez lever votre main en appuyant sur l'icône en bas de votre écran qui représente une main et donc poser la question, et également on peut poser votre question dans le chat. On va avec grand plaisir, on va répondre à votre question, ou on va vous donner la parole si vous voulez faire votre commentaire. L'expert d'aujourd'hui pour cette excursion virtuelle que nous organisons pour l'anniversaire d'un mécénate russe, et la personne grâce à laquelle une vraie grande collection a été formée. Et donc, on va consacrer cette excursion à l'un des peintres les plus appréciés, c'est Sergei Choukin. Il a fait beaucoup aussi, et pas n'importe où, mais pour faire rentrer les peintures d'Henri Matisse à l'Ermitage. Donc, c'était Choukin. Et donc, aujourd'hui, nous avons la conservatrice principale des arts occidentaux, Madame Olga Leontieva. Bonjour, bonsoir Olga, et bienvenue à notre plateforme virtuelle. Merci pour être là avec nous. Merci que vous avez préparé un tel cadeau pour nous, la collection d'Ermitage. Et donc, je vous passe la parole, et toute notre attention est avec vous. Merci beaucoup. Je suis très contente d'être avec vous, et pour nous, c'est une très belle possibilité de parler à la fois de nos peintres préférés et de se rappeler de notre exposition de 2015 que nous avons organisée à l'Ermitage. Et donc, en la préparant, Monsieur Choukin était devenu beaucoup plus compris, beaucoup plus proche pour nous. Et notre collection de Matisse est vraiment unique. Et donc, c'est
notre partie la plus principale et la plus responsable, si je peux dire, de la collection, de notre collection. Et Sergei Choukin est arrivé sur le marché des beaux-arts français. Il a vu la peinture de Matisse et il a, en fait, on peut dire, privatisé ce peintre pour 7 ou 8 ans environ. Et la chose la plus importante qui a fait Matisse dans ces années plus matures, c'était ces peintures qu'on peut retrouver à l'Ermitage et notre collection, en effet, permet de juger ce peintre dans sa partie des créations les plus matures au pic de ses créations. Donc, je vous invite de voir cette exposition, de voir une partie de cette exposition, parler un peu de Matisse et ensuite on va avoir une possibilité de discuter un peu. Vous pourriez poser toutes vos questions et avec un grand plaisir, je vais y répondre parce que justement, dans les débats, on peut trouver la vérité. Donc, on va maintenant partir voir notre exposition dans notre exposition virtuelle. Je vous y invite. Donc aujourd'hui, nous avons la conservatrice des beaux-arts français de la deuxième partie du 19e siècle, la première partie du 20e siècle, Olga Leontieva. Donc le destin de Henri Matisse est très mêlé au destin de Sergei Choukin, un grand collectionneur, et la conservatrice des arts français de deuxième partie du 19e siècle, de la première partie de la première siècle, Olga Leontieva, qui va nous parler de cette collection. Donc, c'est un très beau prétexte. C'est aujourd'hui que nous rappelons de la collection de Sergei Choukin et de sa création. Donc, nous avons organisé l'exposition il y a 2 ans et donc il y a eu beaucoup de vidéos qui ont été filmées et pour cette raison, j'invite nos en fait, participants de revoir cette exposition. Et au centre de notre attention, c'est bien sûr Sergei Choukin. C'était une personnalité étonnante. C'était l'un des plus grands collectionneurs de l'époque. C'était une légende. Et de nos jours, ce nom est connu dans le monde entier grâce aux expositions qui ont eu lieu à Saint-Pétersbourg, à Moscou. Il y a eu toute une série d'expositions et donc Sergei Choukin est né dans une famille de commerçants. Il faisait partie des commerçants moscovites. Sa famille s'occupait des tissus et donc Choukin connaissait qu'est-ce que c'est la forme, la couleur et bien sûr c'est grâce à cela il était en fait très apprécié dans le Beaux-Arts et donc cette personne a fait une grande collection et c'est pas par hasard. Notre galerie porte le nom de Choukin et également des frères de Morozov qui aussi achetaient les Beaux-Arts français. Et Sergei Choukin a commencé son chemin, en fait, son parcours par les impressionnistes. Ensuite, il a collectionné Matisse, Picasso, Van Gogh, Cézanne. Et c'est pas par hasard que nous sommes dans la salle de Matisse, parce que pour Choukin, c'était le peintre le plus apprécié, le peintre principal avec qui les liens d'amitié les liés. Sergei Choukin formait la collection non pas pour lui-même, mais comme il disait pour son pays. Et bien sûr, à l'époque, à Moscou, c'était une vraie école pour les peintres de cette époque qui venaient tous dans la galerie de Choukin. Et comme Petrov Vodkin, toute la peste arrivait sur cette rue Znamenka parce qu'il y avait beaucoup de nouvelles idées qu'on pouvait rencontrer dans les beaux-arts de cette époque.
c'était impressionnant et étonnant, mais cette personne, à cette époque-là, vivant dans un régime ici et maintenant, il a pu s'orienter très rapidement pour trouver en fait, les directions les plus principales. Et aujourd'hui, on peut étudier la nouvelle peinture française en étudiant sa collection. Et c'était incroyable parce qu'en France, de cette époque, il existait des milliers de peintres, de nouveaux peintres et de nouveaux maîtres. Et lui, il a pu voir le peintre le plus formidable. Et donc, sa maison était ouverte pour le public et tous pouvaient venir pour voir ses collections. Et donc, l'esprit de cet endroit était justement Henri Matisse. Et Sergei Choukin écrivait à ce peintre en disant que ma maison devient de plus en plus un musée de vos peintures. Et ensuite, il parlait de tous les directeurs des musées, des activistes dans la culture qui venaient voir les peintures d'Henri Matisse. Et les décorations de cette maison étaient aussi très intéressantes. Le salon central était le salon rose et il y avait un ensemble de peintures de Matisse qu'on pouvait y retrouver. Le peintre lui-même visitait le collectionneur et il vivait dans sa maison et créait et planifiait justement cette collection qu'on peut voir sur cette photo sur le mur. Et là, alors que le peintre a visité Choukin en 1911, pas toutes les peintures avaient été faites, peintes, justement parce que Matisse avait reçu une grosse commande pour décorer ce salon. Et les peintures marocaines étaient justement pour décorer ce salon rose. Pourquoi rose? Parce que le plafond était rose et les murs étaient de vert pâle. Et sur le sol, il y avait eu un tapis bordeaux, de couleur bordeaux. Et dans ces décorations, on pouvait retrouver ces peintures de Matisse. Et tout cela était créé comme une seule création de maître. Et parce que en travaillant sur ces peintures, Matisse pensait aux décorations de l'intérieur de salon. Et pour cette manière, les peintures étaient bien mêlées avec les décorations de ce salon. Et de cette manière, ce genre d'ensemble a été né avec les meubles, avec l'architecture ancienne et avec la peinture moderne. Et bien sûr, les peintures principales étaient les danses et la musique. On va en parler dans quelques instants. Ce n'était pas seulement les premières impressions qui pouvaient en fait aider à naître ces peintures, mais il y avait toute une histoire des doutes et de Choukin. Donc, il y avait toute une histoire derrière les commandes et les achats de ces peintures. Et donc, bien sûr, tout a commencé avec la première version de la danse que Choukin a vue dans l'atelier de Matisse. Et donc, la première version se trouve à New York, oui, en effet, dans le musée des arts modernes. Elle est un peu différente, mais de la même taille. La nôtre est beaucoup plus dynamique. Et bien sûr, la peinture de l'Ermitage, c'est la version principale de la danse. Et les couleurs à New York sont plus pâles. Il n'y a pas de rouge écarlate et il n'y a pas de couleurs intenses. Donc, les couleurs sont plutôt, en fait, relax. Et donc, Choukin a vu cette peinture et il donne la commande. Et donc, ensuite, ces peintures se retrouvent dans sa collection. La disposition n'était pas la même qu'on peut voir ici et les peintures étaient beaucoup plus serrées. Ensuite,
l'histoire devient très intéressante. Shukin devient de Paris et reçoit les esquisses. Et là, il retrouve exactement ce qu'il avait commandé. Et là, il commence à douter dans ses décisions. Il croit écrit lettre après lettre au peintre. Il dit que, bien sûr, la composition est très honorable, mais n'est pas pour Moscou, parce que Moscou est un peu l'Orient et l'attitude vers la nudité n'est pas la même qu'à Paris. Et Sergei Ivanovitch a des petites filles qu'il a appris dans sa maison pour les élever. Après la mort de son épouse, il a dit que mes filles ne peuvent pas voir la nudité, on ne peut pas voir ce genre de choses, des peintures nues dans ma maison. Mais post-scriptum, il écrit que j'aime beaucoup ces compositions, je veux la même chose, mais avec des filles habillées sur les peintures. Mais bien sûr, le peintre a refusé. Ensuite, Shukin a fait une autre proposition. Il a dit, je veux la même chose, mais d'une taille plus petite. Je vais mettre cette peinture chez moi et personne ne pourra la voir. Et donc, Matisse n'est pas d'accord. Ensuite, Shukin doute et il est tourmenté pendant 3 jours, 3 nuits. Et donc, ensuite, et Shukin cède. Et donc la deuxième composition devient la musique parce que chez Shukin, il y a eu des concerts qui ont été organisés et parce qu'il était également l'amateur de la musique. Et si la danse était une composition prête, elle est beaucoup plus intense et dynamique, la musique était une toute nouvelle création et on pouvait y retrouver beaucoup de changements faite par le peintre, parce que le peintre faisait son travail de changement sur la toile même. Justement, ici, j'avais vu quelques tâches et je voulais clarifier quel genre de tâches sont-elles. En effet, on peut voir des lignes de tâches et on peut le voir à l'œil nu. En fait, le peintre changeait ses idées sur la toile même. Il changeait les positions, il cherchait les postures le plus améliorées. En fait, ici, il y avait un chien initialement qui dormait au pied du personnage et c'était une allusion à Dorphée qui, en fait, enchante les humains et les animaux par sa musique. Et finalement, euh, il a changé d'idée et il a choisi juste 3 couleurs pour sa peinture. Et il y a quelques personnages, des hommes anciens. On ne sait pas qui c'est, ce sont juste les êtres humains, une généralisation. Il était une peinture tellement révolutionnaire et nouvelle que quand le peintre a exposé ses peintures, même à Paris, qui avait connu beaucoup de scandales, la réaction était très inattendue. Il a été ridiculisé, en fait. Et malheureusement, Sergei Shukin est devenu un témoin de ce scandale, de cette réaction négative. Et comme son fils disait, Shukin allait voir les peintures, la réaction du public et à un certain moment, il n'a pas pu résister. Il a annulé sa commande, ce qui était vraiment contre toutes les bonnes règles et donc toutes les bonnes coutumes. Et donc, il est parti à Moscou. Et donc, il recule, il revient à sa position initiale, Shukin. Et bien sûr, Shukin a laissé le peintre au bord d'une crise de nerfs parce que tout le monde était contre lui. Il y avait toujours Shukin qui était à ses côtés et même maintenant même Shukin change sa décision et même mais Shukin, quand il était déjà dans le train, il avait changé son avis. Il a fait savoir à Matisse de son changement. Et ces peintures deviennent une carte de visite de Matisse. Et donc, Shukin, il écrivait à Matisse que j'espère qu'un jour je vais aimer
ces peintures. Il disait oui, tout le monde va cracher sur nous pour ces peintures, mais le futur est à nous. Le cœur de Shukin n'était pas prêt pour accepter avec amour ces peintures. Merci beaucoup à Shukin parce qu'il avait changé son avis dans le train et revenant à la question, en fait, que nous sommes devant les peintures les plus connues. La musique et la danse sont là devant nous. Quelles autres peintures qu'on devrait voir, à votre avis? L'état général, ce n'est pas seulement le 4e étage, mais nous avons environ 600 pièces d'exposition. On peut passer des heures ici. Si on parle seulement de Matisse, nous avons 3 salles de ces peintures. Et je voudrais porter votre attention aux 3 peintures qui font partie de la commande de Shukin. C'est la salle, la chambre rouge, dont la chambre rouge. Et il y a une autre. Donc, ce sont les peintures avec beaucoup de couleurs et qui étaient bien appréciées par le donneur d'ordre qui s'occupait des tissus. Et donc, avec la Chambre rouge, a commencé toute une histoire des commandes qui ont amené à la danse, à la musique et à beaucoup d'autres peintures. Tout a commencé avec la Chambre rouge. Et Sergei Shukin avait besoin de cette peinture pour sa salle à manger où il y avait l'iconostase de Gauguin et où les décorations demandaient des peintures en couleur jaune et bleue. Et Shukin comprenait bien cela et il était important de créer un bon ensemble dans ces pièces. Mais finalement, on retrouve cette peinture rouge, ce qui n'a pas été accordé avec le donneur d'ordre. Matisse a fini son travail. Cette peinture est restée environ un mois. Il y avait plutôt des couleurs bleues. Il a même fait des photos de cette peinture, mais après, il a compris qu'elle n'était pas assez bonne, pas assez décorative. Et sans accord avec le donneur d'ordre, il change complètement les couleurs. Et l'harmonie en bleu devient l'harmonie en rouge, ou la chambre rouge. Mais Shukin était un collectionneur et donneur d'ordre idéal. Il a très bien réagi. Il a été très impressionné par cette peinture. Il a juste trouvé un autre endroit pour cette peinture et donc elle est restée dans un pas très grand salon avec un poêle. Et donc, de cette manière, on pouvait retrouver 3 peintures chez Shukin. Donc, on a déjà parlé de changement de couleur dans les peintures de Matisse. Il faut dire que cette composition est liée aux arts initiaux de Matisse, parce qu'au début, le peintre travaillait surtout sur la nature morte. Et cette peinture est plutôt une grande nature morte. Mais aussi, on peut trouver ici la serveuse. À l'époque, le peintre était hésitant avec les personnages et petit à petit, il les incluait dans ces natures mortes. Ici, on peut voir aussi une sorte de généralisation. On ne peut pas entrer dans cette peinture. Il n'y a pas de place pour nous ici. C'est juste une conditionnalité dans les deux arts de la peinture. Il n'y a pas d'ombre. Donc, c'est comme cette peinture est comme sur la frontière entre le monde réel et le monde abstrait. Ici, ces demi-cercles bleus, qui reviennent des motifs qu'on peut retrouver sur les tissus.
Et sur la peinture, ces demi-cercles deviennent une solution très forte. Donc, c'était avant les arabesques, ces demi-cercles. Oui, bien sûr, c'était avant sa visite au Maroc, mais le peintre avait déjà visité l'Algérie et donc il était très impressionné, en fait, très inspiré par l'Orient. Et cette peinture qui est derrière vous a été créée sous l'impression des miniatures perses, avec des petits motifs. Même la cheminée est décorée par des petites fleurs. Tout est décoré avec ces petits motifs et seulement les personnages arrivent comme des grosses taches, comme les garçons avec leur chemise rouge et la fille à robe noire. Donc, c'est une portrait de famille et souvent quand les gens donnent la commande de peindre une famille, souvent ce sont la famille du donneur d'ordre. Mais ici, c'est la famille de Matisse. Ce sont ses enfants et la dame qui tricote, c'est la fille, pardon, l'épouse de Matisse, Amélie. Elle est comme l'esprit de cette maison qui se lie, se mêle avec toute cette atmosphère. Et Shukin a bien apprécié que cette peinture, il a dit que cette peinture est beaucoup plus aimée et acceptée à Moscou par rapport aux autres peintures parce que cette peinture est devenue l'expression de l'esprit russe alors que le peintre n'avait pas encore visité la Russie. C'était avant sa première visite en Russie. Il a été inspiré par les miniatures perses. Mais on peut quand même ressentir cet esprit russe de la famille, de la chaleur, ces motifs, ces tapis étaient très proches à l'esprit et au goût russe. Mais Shukin même disait que moi-même, je préfère le salon de café arabe. Et à la fin de notre conversation, on va en parler un peu de cette peinture aussi. Et bien sûr, nous avons fait quelques changements dans la disposition de ces peintures. Nous avons complètement changé la disposition des peintures parce qu'en préparant cette exposition, les pièces maîtresses, on les avait sorties à la fin. Et donc, les pièces maîtresses sont restées sur les murs et les pièces plus petites sont parties à manège. Et donc, on a compris justement que cette manière qu'on doit exposer Matisse avec des grands espaces, avec des distances entre les peintures, parce que sa peinture est tellement monumentale et tellement solide qu'il demande des grands espaces. C'est pour cette raison on a laissé juste des grandes compositions et le reste, on a posé ailleurs dans d'autres salles. Donc, on veut parler du salon à café, de café arabe. C'était son amour principal de Shukin, cette peinture. Il écrivait au peintre que moi, je me repose devant cette peinture et au moins 1 heure par jour, je passe devant elle. Parce que cette peinture a été créée avec beaucoup d'observations orientales, de contemplation. On peut retrouver la lumière, des couleurs orientales et même les gens impressionnaient le peintre qui écrivait que ces personnes peuvent contempler la beauté pendant des heures, la beauté d'une fleur. Et donc, on peut trouver 2 de ces contemplateurs derrière, au fond arrière. Il n'y a pas d'intensité dans les couleurs, tout est très doux, très tendre, et les couleurs choisies même. Et le fait qu'il n'y a pas de détails en trop.
il n'y a pas de visage, il n'y a pas d'éléments qui peuvent nous distraire. Tout nous appelle à contempler tranquillement et profiter de la beauté de cette pièce. Et devant, on voit quelques ovales. Ce sont des babouches que les gens laissaient en rentrant dans le salon, selon la tradition orientale. Et au début, le peintre avait dessiné ces babouches, mais à la fin, il a décidé de les enlever parce que ça allait en fait déranger cette atmosphère de contemplation. Donc oui, ils ont répété le destin du chien sur notre peinture de Matisse. Oui, en effet. Olga, à la fin, j'ai une question. Ce que nous avons au XXIe siècle et pourquoi les arabesques de Matisse ont fait partie du commerce de masse. On peut les retrouver dans des affiches, sur les affiches, dans les intérieurs des établissements différents. Comment cela est arrivé? Peut-être parce que les arts de Matisse sont très joyeux. Ces peintures ont été créées pour apporter cette harmonie et cette joie dans le monde. Imaginez les peintures de Picasso pour décoration intérieure. On peut l'imaginer, mais pas toujours. Et Matisse, c'est plutôt la joie de vivre. C'est quelque chose qui nous rend joyeux et c'est pour cette raison on peut utiliser ces peintures dans n'importe quelle décoration d'intérieur. Il y a peut-être certaines choses qui sont trop utilisées. On est un peu fatigué de revoir les mêmes décorations partout. On peut en fait acheter des affiches avec Matisse peut-être partout, mais Matisse, les créations de Matisse plus tardives peuvent décorer n'importe quel espace. J'aime beaucoup le jazz de Matisse que je peux retrouver dans beaucoup d'établissements. Olga, je vous félicite pour l'anniversaire de Sergei Shukin et chers participants, on vous invite à l'état-major. Vous devez le voir de vos propres yeux et à bientôt. Merci beaucoup pour cette invitation à l'état-major. Avec un grand plaisir, on visiterait cette exposition. Comme beaucoup de notre participants, mais comme de nos jours c'est difficile, merci quand même pour cette possibilité de toucher un peu à ces grands arts et à voir votre musée. On est fier on est heureux quand on comprend qu'il y a ce genre de collection qui existe et il y a de telles créations qui font partie de nos collections. Et merci beaucoup à Sergei Shukin et également à Pavel Tretiakov qui n'ont pas été des connaisseurs d'art professionnels. Ils étaient très loin des arts dans leur vie professionnelle, mais grâce à eux, on profiter et contempler ces belles collections des arts russes. Je veux dire, je pense à la galerie de Tretiakov et comme on peut contempler les peintures occidentales grâce à votre collection. Donc, si vous avez des questions, allez-y. Et maintenant, en étant modératrice, je voudrais poser la toute première question. Vous avez parlé un peu dans la vidéo, c'est-à-dire que la rencontre de Shukin avec Matisse était le destin quelque part pour les deux. Est-ce qu'il y a des signes que Matisse a changé après sa rencontre avec Shukin, après qu'il a eu ses commandes de Shukin? Oui, en effet, pour les deux, c'était le destin.
Et quand on a demandé le fils de peintre, pensez-vous que votre, votre père pourrait peindre la danse pour quelqu'un d'autre? Et le fils répondait, mais pour qui? Et en effet, Shukin est devenu un mécénate parce que justement, grâce à Sergei Shukin, Matisse a obtenu cette possibilité de se réaliser pour en fait utiliser son, en fait découvrir son potentiel dans des gros projets de grande échelle comme la danse, la musique, parce que tout ce qu'on a vu, c'était pratiquement tous les commandes d'une seule personne. Et sans Sergei Shukin, on n'aurait pas pu voir que ces créations, parce que il faut toujours une occasion spéciale euh, pour un peintre de créer. Et souvent, bien sûr, les peintures créent leurs créations dans un format moyen ou petit. Nous avons des impressionnistes, Van Gogh, Cézanne, tout ce qui a été créé pour hum, tous les volontaires qui voulaient acheter leurs créations. Alors que Matisse, il travaillait pour des occasions spéciales. Et pour lui, c'était toujours un défi. Pratiquement toutes les commandes de Shukin, en fait, étaient un défi particulier. Même la danse et la musique étaient des défis particuliers. Si la danse était déjà dans la tête de peintre, la musique était plus difficile à, en fait, poser sur la toile. Comment l'exprimer? Et la musique, c'est comme un symbole de la musique. C'est pour cette raison que ces personnages qu'on voit sur la toile sont comme des notes et sont comme une formule de la musique même. Et bien sûr, après que la Première Guerre mondiale a éclaté, Shukin a arrêté ses commandes. Et bien sûr, après, la création de Matisse a beaucoup changé. Et pendant longtemps, il n'a plus créé des grandes peintures de ce genre. Et bien sûr, pour Matisse, Shukin est devenu un, en fait un déclencheur de la liberté dans la création. Très rare, on parle de ce sujet. Disons, dans notre en fait, attitude habituelle, on a l'impression que les conversations, les relations avec le public, entre le peintre avec le public, c'est souvent les relations, en fait, peintre et acheteur de ces créations. Parfois, on peut avoir le donneur d'ordre quand on parle des portraits, mais l'acheteur ne participe pas à la conception dans le contenu conceptuel d'une peinture. On peut parler de couleur ou commander un portrait, mais on ne comprend pas à quel point, surtout dans les beaux-arts du 19e siècle et le 20e siècle, à quel point le rôle de donneur d'ordre est important. Comment il peut changer le peintre et changer la conception même de la création de la peinture. Et Pavel Tretyakov était aussi un co-créateur avec les peintres. Et bien sûr, Sergei Shukin, et même plus avec Matisse et avec d'autres peintres qui le nourrissaient, on peut dire qu'il aidait à vivre, à quel point son rôle dans la création de ces grandes œuvres était grande. Comme un co-auteur, on peut dire, grâce à qui la création a vu le monde et donc
une grande partie de la conception, ce qu'on peut retrouver dans les peintures, elle appartient un peu au co-auteur, au donneur de d'ordre. Et c'est très bien que nous avons organisé cette excursion pour l'anniversaire de ce grand mécénat, mais peut-être serait bien de voir quelques autres sujets de ce genre, d'organiser pour d'autres soirées d'Ermitage dans le futur. On vous serait très reconnaissant pour cela. Bien sûr, je suis très contente pour toute possibilité de parler de Sergei Shukin parce que pour nous, ce personnage a été vu complètement différent. Jusqu'à 2016, il y a très peu de personnes qui connaissaient Shukin. Les connaisseurs des arts, le connaissaient, mais maintenant tout le monde entier le connaît. On voit à quel point nos visiteurs changent. Les gens viennent et ils parlent non pas seulement des couleurs, des décisions, ils se rappellent à notre précédente exposition et ils se rappellent comment c'était chez Shukin, comment ces peintures ont été disposées à notre exposition. Et quand nous avons ouvert l'exposition, nous avons eu une hôte aux invités et il y avait Madame Trigulova qui s'occupe de l'avant-garde russe pratiquement toute sa vie. Elle est tellement, en fait, imbibée par ces sujets. Elle a vu cette disposition initiale de Schuck et nous avons apporté tout ce que nous avons pu. Nous avons inclus nos peintures et quand elle a vu tout cela, elle a dit la phrase suivante. Maintenant, on comprend d'où vient l'avant-garde russe. Parce que juste quand on a collecté et réuni toutes ces peintures vraies, on a été tellement impressionnés et c'est justement là qu'on a compris d'où vient l'avant-garde russe, le mouvement si important. Et bien sûr, pour nous, c'était une évaluation, une belle évaluation de notre travail. Madame Trigulova, c'est la directrice depuis longtemps de la galerie de Tretiakov à Moscou et elle est une des experts russes dans la peinture du 19e, 20e siècle. Si on revient dans les murs de l'état-major, c'est un territoire nouveau de l'Ermitage. La soirée précédente que nous avons eue il y a un mois était consacrée à la sculpture italienne du XXe siècle qu'on peut retrouver aussi dans ces murs. La collection de Matisse et des peintres de son époque, comment elle se retrouve dans la salle où elle se trouve et donc et dans l'Ermitage même, bien sûr, parce qu'il y avait un sens derrière. Quand vous avez décidé de l'organiser à l'Ermitage, oui, en effet, ça fait partie logique de la vie de l'Ermitage parce que le musée est un organisme vivant. Nous développons, nous améliorons et cette séparation du 19e siècle de l'Ermitage principal, ça fait partie de notre histoire. Et comme le musée de Celles s'est séparé de Louvre et est devenu une continuation logique de ce grand musée. C'est la même chose à l'Ermitage. On commence par l'Égypte ancien et autres. Et bien sûr, le 19e, 20e siècle, c'est une partie très particulière. Et quand notre exposition a déménagé, nous avons eu beaucoup plus d'espace. Nous avons environ 600 pièces seulement au 4e étage. C'est une vraie encyclopédie de toute la peinture du 19e, 20e siècle. C'est comme un manuel des
peintre à partir de Cézanne, en fait, le début de Cézanne, Van Gogh. Ensuite, on peut y retrouver d'autres écoles, la collection allemande, la collection finnoise, espagnole, italienne. On peut s'imaginer tout un contexte de l'époque parce qu'on montre pas seulement l'avant-garde. Bien sûr, c'est le plus important, mais on montre les peintres de salon, ce qui a été apprécié à l'époque, ce que les aristocrates achetaient, la famille de l'empereur, et ce qui a été apprécié par les personnes, en fait, plus habituelles, et ce qui a été acheté par des commerçants. Euh, donc, à quoi ressemblait une vraie peinture? Quand on la voit, on peut comprendre beaucoup de choses parce qu'on peut parler longtemps comment les impressionnistes ont révolutionnisé tous les arts grâce à leurs innovations, mais il vaut mieux toujours voir de ses propres yeux la peinture, par exemple, de Jérôme et la comparer avec la peinture des impressionnistes et d'autres peintres qui ont succédé. Et bien sûr, cet événement a été très important et très joyeux. Et je voudrais souligner aussi que les peintures se sentent mieux parce que le bâtiment est nouveau, et les possibilités nouvelles. On peut créer des conditions thématiques plus strictes parce que souvent on parle des arts, des révolutionnaires. Et c'est très intéressant à apprendre, mais souvent c'est très difficile à préserver, parce que souvent les peintres ne comprenaient pas ce qu'ils créaient au niveau de la technique et des technologies de la peinture, parce qu'ils ne pensaient pas que leur peinture allait être conservée dans un musée, ils ne pensaient pas à cela. Donc on peut dire que l'état-major est notre musée Orsay de Russie. Et il va se développer de cette manière. Les collections vont se développer dans cette partie. Le plus important, on a fait, je pense. On a montré le maximum de notre collection. On n'a pas de peinture qu'on n'a pas exposée. On expose tout au maximum et on suit le contexte de l'époque. 600 pièces, bien sûr, c'est beaucoup. En effet. Et on est très content que vous avez pu tout inclure. Et sur la vidéo, on peut voir qu'il y a beaucoup d'espace et chaque peinture peut être, en fait, elle n'est pas serrée, ces peintures. Merci beaucoup. Et donc, notre rencontre prochaine est déjà programmée dans le cadre de ce que vous dites. Il aura lieu le 7 juillet. Donc, tous nos participants, vous pouvez déjà faire une note dans votre calendrier. Donc, le 7 juillet, on va parler des créations de Pablo Picasso. Et donc, quand même, il est espagnol. En espagnol, c'est Picasso. En français, c'est Picasso. Mes collègues dans le chat commun ont envoyé le lien pour s'inscrire pour cet événement. Donc, on vous attend encore dans les murs de l'état-major du filiale de Saint-Pétersbourg, en fait, de l'Ermitage, consacré aux arts modernes de l'Europe de l'Ouest. Je vois que pour l'instant, il n'y a pas de questions. Je rappelle, oui, bien sûr, on a une personne qui a levé sa main et on peut activer son micro.
Так. Что-то технически у нас это не очень получается. On a quelques difficultés techniques pour l'instant. Да. Пожалуйста, вы в эфире, мы говорите. Allez-y, Включите микрофон, пожалуйста. il faut faites activer votre micro parce que sinon on ne vous entend pas. Ну, боюсь, что да, какая-то небольшая у нас техническая Donc on a quelques difficultés techniques. Désolé, Désolé, mais ceux qui n'ont pas eu le temps de poser votre question, n'a pas formulé, ou si vous voulez faire un commentaire ensuite, on vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos commentaires et vos questions à notre adresse email contact @rushouse.be et on va répondre à toutes vos questions ou sinon on va les envoyer à l'Ermitage pour qu'ils puissent vous répondre. J'espère que nos collègues de l'Ermitage pourraient nous aider. Et on remercie encore une fois notre intervenante d'aujourd'hui, Madame Olga Leontieva, la conservatrice principale du département principal des arts de l'Europe de l'Ouest de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Notre nouvelle rencontre aura lieu le 7 juillet et sera consacrée à formidable Pablo Picasso, qui est très populaire en Belgique. On peut en fait trouver beaucoup de ses œuvres sur les marchés des arts ici en Belgique, aux Pays-Bas. Donc, ce serait une excursion très intéressante, surtout pour notre public occidental. Donc, je vous remercie. Si vous voulez dire quelques mots de conclusion, s'il vous plaît. Ah oui, merci beaucoup. J'étais contente et ravie d'être avec vous et de parler de ce grand peintre, de ce grand collectionneur, de leur relation. C'est un grand sujet, on peut en parler sans relâche et longtemps. Bien sûr, nos conversations durent à l'Ermitage au moins 2 heures et je voulais être bref et je suis contente que je pu partager nos chefs-d'œuvre, nos perles, nos trésors avec vous et de vous offrir la joie de vivre de Matisse. Oui, en effet, c'est la joie de vivre. C'est le résumé qu'on attendait. On est très reconnaissant. On aurait bien passé 2 heures avec vous, mais on est en fait limité par l'interprétation. Merci à vous. Merci à tous nos participants. Donc, sur notre plateforme virtuelle, on vous attend le 7 juillet. Prenez soin de vous et au revoir. À bientôt. Recording.